La République de Platon, introduction par Robert Bakou le traducteur, suite. L'éducation des philosophes rois. L'idée du bien, objet suprême de la science. De même que nous avons choisi les meilleurs citoyens pour les établir gardiens, nous choisirons les meilleurs gardiens pour les établir chefs de l'État. De sévères épreuves présideront à ce choix. Elles consisteront à exposer les gardiens à toutes sortes de tentations et de périls. Ceux qui en sortiront, aussi purs que l'or du creuset, inébranlables dans leur patriotisme, insensibles aux plus vifs assauts du plaisir et de la douleur, seront destinés au pouvoir suprême. Mais avant de l'exercer, ils devront, par une série d'études appropriées, s'élever jusqu'à la contemplation de l'idée du bien. Le bien ne s'identifie ni au plaisir, car il existe des plaisirs bons et mauvais, ni à la connaissance, car il est impliqué dans la définition de cette dernière. Pour le concevoir aussi nettement que possible, nous aurons recours à une analogie. Dans le monde sensible, le bien a engendré un fils, le soleil, dont la lumière permet à notre œil de distinguer les objets matériels. Par la vue et les autres sens, nous percevons ces objets dans leur apparente multiplicité, et par l'esprit dans la réelle unité de leur forme ou idée, toujours identique à elle-même. Entre ce monde de l'esprit et le monde des sens, établissons un parallèle et disons que le bien est dans la sphère intelligible par rapport à l'intelligence et à ses objets, ce que le soleil est dans la sphère visible par rapport à la vue et à ses objets. Or le soleil donne aux objets matériels non seulement la possibilité d'être vus, mais la naissance, l'accroissement et la nourriture. De même le bien, lumière de l'âme, condition d'intelligibilité des idées, est aussi la source de leur essence et dépasse par conséquent en puissance et en dignité cette essence elle-même dont il est à la fois la cause efficiente et la cause finale. Symbole de la ligne. Poussons plus loin la comparaison entre les rois de ces deux mondes. Représentons leurs domaines respectifs par deux segments pris sur une droite, l'un, celui de l'intelligible, plus long que l'autre, et avec lui dans un rapport déterminé. Divisons ces segments suivant un même rapport égal au précédent. Sur la partie de la ligne qui figure le monde sensible, nous aurons deux divisions. La première, correspondant aux images des objets matériels, ombre, reflet dans les eaux ou sur les surfaces polies. La seconde à ces objets matériels eux-mêmes, ouvrages de la nature ou de l'art. Pareillement, sur la partie de la ligne qui représente le monde intelligible, la première division correspondra à des images et la seconde à des objets réels, les idées. Or, si le monde visible est le domaine de l'opinion, en grec doxa, et le monde intelligible le domaine de la science, en grec épistémé, nous sommes autorisés à formuler la proposition suivante. L'opinion est à la science ce que l'image est à l'original. Les images des objets matériels donnent lieu à une représentation confuse que nous appellerons imagination, en grec eikasia ou doxa ton eikonon. Les objets matériels à une représentation plus précise qui emporte l'adhésion, la croyance, pistis, du sujet qui les perçoit. Les images des idées à une connaissance discursive, connaissance de la pensée moyenne ou dianoia. Et les idées elles-mêmes à une connaissance noétique, connaissance de la pure intelligence, en grec nous ou noésis. Les notions mathématiques qui, d'une part, reflètent des idées pures, mais d'autre part ne se peuvent traduire qu'à l'aide de symboles sensibles, nous fournissent le type des notions mixtes de la dianoia. On lit en note.
En réalité, les notions mathématiques sont très voisines des idées pures. Leur infériorité consiste seulement en ce que, irréductibles à des éléments parfaitement simples, elles ne peuvent être définies sans le secours d'une représentation figurée. Toutefois, des traces de réduction de ce genre se trouvent dans les écrits platoniciens postérieurs, où le philosophe se réfère notamment aux idées fondamentales de la limite et de l'illimité. On a remarqué non sans raison qu'une science nommée la géométrie, qu'une science comme la géométrie analytique moderne, qui transforme les concepts d'espace en concepts numériques, qui exprime le cercle et l'ellipse, par exemple, par une même formule légèrement modifiée, aurait répondu, en une certaine mesure, de même que la théorie générale des nombres, à ce désir de Platon. En une certaine mesure, toujours la première place, en une certaine mesure, mais non complètement, car, incontestablement, il accorderait toujours la première place à la science des concepts, qui seule se passe de toutes les hypothèses, comme le dit Compertz. Fin de citation et fin de note. Mais les mathématiques se fondent sur des hypothèses qu'elles considèrent comme des principes. Au contraire, la dialectique, science des idées, part d'hypothèses qu'elles considèrent comme telles. Ce sont d'ailleurs des formes dégagées de tout élément hétérogène, et ne les utilise que comme point d'appui provisoire pour prendre son élan. De degré en degré, elle s'élève ensuite jusqu'au principe universel et suprême, en grec, ten tou pantos archen, l'idée du bien. Quand elle a saisi ce principe anhypothétique, elle redescend par voie déductive jusqu'à la dernière conclusion. On lit en note. Dans le passage que nous résumons ici, on reconnaît aisément, écrit Rodier, la dialectique ascendante et la dialectique descendante, la synagogue et la diairesis. La première consiste à s'élever d'idée en idée jusqu'à l'anupothèton, qui servira de principe pour parcourir la même série en sens inverse, mais cette fois en engendrant rationnellement, grâce au principe découvert, chacune des idées que l'on posera. La division apparaît ici comme le plus important des deux moments de la dialectique et le seul qui soit vraiment rationnel. La dialectique ascendante monte de généralité en généralité jusqu'au principe des choses. Les idées ne sont encore pour elle que des points d'appui, en grec, epibaseis kai ormas, pour arriver jusqu'à lui. Elles restent des généralités empiriques jusqu'à ce que la division, partant du principe qu'elles lui ont permis d'atteindre, les construise rationnellement. Cela est extrait de Études de philosophie grecque, les mathématiques et la dialectique dans le système de Platon par Rodier. Fin de citation et fin de note. Elle est donc à proprement parler la seule vraie science, puisqu'à travers les formes où il se déploie, elle remonte à la source de l'être.